Donc, allons au vif du sujet, introduction à Unique 2. Vous pouvez me suivre sur Twitter, ou vous avez des slides sur mon blog aussi. Ah, c'est pas une sonnerie de téléphone en fait. Pardon, je croyais que c'était. Ils sont jeunes les développeurs, c'est impressionnant. Donc, un petit peu sur moi-même. Donc, je suis. J'ai l'impression que c'est un canard en fait. Donc, moi-même, donc, je suis ingénieur logiciel et j'ai commencé ma carrière chez eBay il y a 6 ans. Aujourd'hui, je suis freelanceur pour TopTal, donc une plateforme américaine. Je fais des apps. Ma spécialisation, c'est les single page applications. Donc, Angular, Unique, React, you name it. Je vais commencer cette section en regardant un peu comment le web a évolué pour arriver aujourd'hui en 2016 à ce qu'il est. Donc, le JavaScript a évolué, ça personne ne peut le nier. Donc, ES6, aujourd'hui, tout le monde fait de l'ES6. Est-ce qu'il y a des gens qui ne font pas d'ES6? Ah, j'en ai vu là-bas. Eh ben, bon, en tout cas, il n'a pas le droit. En tout cas, aujourd'hui, grâce à la transpilation, tout le monde peut utiliser ES6, utiliser les nouvelles features. Voilà. Donc ça fait que les développeurs web sont plus productifs. Il y a aussi TypeScript qui a explosé dernièrement, qui rajoute des features à ES6, qui rajoute la notion de typage, qui rajoute les interfaces. Les interfaces, c'est quelque chose que moi j'aime. Et si vous avez fait de la programmation orientée objet, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et ensuite, les IDE aussi ont évolué, du fait qu'aujourd'hui, en faisant du JavaScript, on peut contrôle-cliquer sur une méthode, aller dans le fichier où cette méthode existe. On peut avoir de l'autocomplétion sur les méthodes d'une classe. On peut avoir les types d'arguments d'une fonction. Donc, tout ça fait qu'on est plus productif. Ensuite, vos devices, ceux que vous avez dans la poche aujourd'hui, ils ont évolué. Et ne serait-ce qu'il y a 5 ans, on avait 4 fois moins de RAM sur nos téléphones. Et aussi 4 fois moins de cœur, de CPU. Donc, aujourd'hui, on arrive à un stade où on peut faire runner pratiquement n'importe quoi sur un téléphone. Les WebView aussi ont évolué. Les WebView, c'est des navigateurs embarqués dans vos devices, iOS, Android, Windows Phone. Ils sont plus rapides, de la même manière que vos navigateurs sur vos desktops sont plus rapides. Ils ont accès à la just-in-time compilation, ce qui permet de compiler à la volée du JavaScript et de le runner en code machine. Et ça fait toute la diff. Ça va permettre à votre code de runner jusqu'à 3 fois plus vite. D'accord? Et on a aussi le native scrolling. Native scrolling, c'est tous les événements que le navigateur, la WebView, va vous envoyer quand vous allez scroller en bas, en haut, etc. Jusqu'à maintenant, la plupart des navigateurs ne supportaient pas le native scrolling. Et donc, il y avait des émulations JavaScript pour pouvoir scroller vos pages web sur mobile. Donc, voilà. Donc, grâce au native scrolling qui maintenant est disponible sur toutes les WebView modernes, on a pu supprimer beaucoup de code qui ne servait à rien, enfin qui servait à l'époque, mais qui ne servent plus aujourd'hui. Et ensuite, aujourd'hui, on a vu l'avènement des progressive web apps. Il y a même aujourd'hui des conférences sur 2 jours spéciales progressive web app. Okay. Donc, une progressive web app, qu'est-ce que c'est? C'est tous les points qu'il y a ici. Pour être progressive web app, il faut remplir toutes ces conditions. On va rester sur les 3 premières. Donc, il faut que ce soit installable sans les stores. Les stores étant, vous connaissez tous Google Play, App Store. C'est une application web qui est installable sans les stores, qui a la capacité d'être offline. Donc, une fois installé, on peut l'ouvrir offline, ça marche. Il faut que ce soit universel, c'est-à-dire que ce soit disponible sur tous les devices et sur tous les navigateurs. Voilà. Donc, ça, c'est un petit exemple d'une app progressive que j'ai fait pour mon blog. Et ça me... Le full screen ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave. Donc ça, c'est la version mobile de mon blog. Vous allez voir, je scroll. Je suis en train de scroller, OK. Je suis dessus. Je vais aller dans le menu, OK. Et je vais appuyer sur Add to Home Screen. Add to Home Screen, il va me demander de mettre un titre à mon application. Je vais cliquer OK. Ça l'a ajouté sur mon home screen. Je reviens sur mon home screen. L'application est là. Et là, je vais la loader. Et ce que vous allez voir, c'est un splash screen, un icône, un texte, okay, comme n'importe quelle application. Et là, l'application va se loader. Alors, la première fois, c'est plus lent parce que le service worker qu'il y a derrière est en train de récupérer tous les assets. Mais la seconde fois que vous allez ouvrir cette application, ça sera instantané. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a après les Progressive Web Apps? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour moi, et ça n'engage que moi, il y a les Web Workers. Les Web Workers, il n'y a rien de nouveau, okay, dans le web. C'est supporté sur tous les navigateurs. Okay, mais les frameworks type Angular 2, Ionic ne tirent pas encore parti des Web Workers comme il le faudrait. Alors, qu'est-ce que c'est un Web Workers? C'est, donc vous savez, votre application JavaScript, quand elle run dans un navigateur, elle n'a accès qu'à une seule thread. Okay, le JavaScript, il est mono-threadé, il run sur une seule thread. Donc, le Web Worker, ça va vous donner une seconde thread pour faire du traitement lourd, des requêtes HTTP, ce que vous voulez. La seule chose que le Web Worker ne peut pas faire, c'est d'accéder à la DOM. Donc, vous avez toujours votre main thread qui va faire les manipulations de la DOM, les transitions, etc. Et le Web Worker à côté qui va faire tout ce qui est requête HTTP, faire tout ce qui est traitement lourd de data. Voilà. Donc ça va, pour ceux qui ont fait du Ionic V1, par exemple, on disait éviter de faire des transitions de page, d'aller sur une page, pendant qu'on fait des requêtes HTTP. Sinon, on n'arrivait jamais aux 60 FPS, frames par seconde, et du coup, les animations étaient un peu laguées. Voilà. Et du coup, donc, grâce au Web Worker, on va pouvoir faire des requêtes HTTP en parallèle de navigation, de transition de page. Il n'y aura aucun problème. Alors, ça, c'est une exclusivité Angular Tools. Prochaine version de Ionic 2, RC4, ils intègrent un nouveau composant qui s'appelle Ion Image. Donc, ce Ion Image, il va pouvoir faire du lazy loading d'images, c'est-à-dire que vous avez une page avec 1000 images, il va seulement loader celles qui sont affichées à l'utilisateur. Ça paraît logique, mais jusqu'à maintenant, voilà, une page web, quand vous loadez 1000 images, bah, ça load les 1000 images. Donc avec ce composant, on va pouvoir loader juste ceux qui sont dans le viewport. Donc il y a ça, et toutes les requêtes d'assets, donc d'images qui vont être faites via ce composant Ion Image, ils vont se faire via le Web Worker. Okay, donc, grosse amélioration grâce à ce nouveau composant qui sort, j'espère, dans les prochains jours. Donc, je vais laisser la parole à Adam Bradley, le project lead de Ionic, okay, qui va vous résumer un peu tout ce que je viens de dire à sa façon. What you learn today, you can still use tomorrow, and the web will still be installed on your device. In fact, web technologies run on trillions of devices. Think of Adobe Flash and how you need a Flash player installed for it to work. And when Apple decided not to include Flash Player in the iPhone, many developers were left scrambling. And with the web, that standard runtime is available everywhere, and for the most part, is self-updating. Try uninstalling the web. It's just there, but we take it for granted. It's installed on desktops, laptops, tablets, phones, televisions, wearable devices, and the web platform is even installed in cars. Since 2013, Tesla has been installing web browsers, and Ford, BMW, Volvo, Toyota, Lexus, they're all shipping with web browsers installed. So what does this really mean? Cars are being shipped with that standard runtime that you already know how to develop on. With the web platform, your same code base can ship on iOS, Android, desktop applications, web applications, and your car. The same code base. This is an extremely exciting time to be a web developer. Développeur. Il a oublié la fin. Donc je résume. Ce qu'il dit, c'est que le web est sur toutes les plateformes aujourd'hui. Chez vous, dans votre browser, dans les voitures, dans les avions, partout, sur vos habits aussi. C'est ce qu'il dit.
Et si vous êtes web développeur aujourd'hui, ça laisse, voilà, c'est sans limite. Vous pouvez builder des applications sur tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Et donc, ce qu'il dit à la fin, c'est cette phrase, voilà, c'est aujourd'hui, on est dans une période où être web développeur, c'est la classe. Et donc, si vous n'êtes pas développeur, vous pouvez partir. Ok. Donc, on va faire la présentation de Ionic 2 maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est Ionic 2? C'est un framework pour créer des applications mobiles hybrides. Okay, c'est open source, c'est basé sur Angular 2. Et moi qui aime bien un peu les stats et les stars sur GitHub, ça a 27 000 stars sur GitHub. D'accord? Il y a plus de 2 millions d'apps qui ont été créées grâce à Ionic. Ça, c'est que celles qui sont référencées, qui ont été créées via le Ionic CLI. Okay, il y a les lignes de commande. C'est-à-dire que moi, par exemple, les miennes ne sont jamais comptabilisées parce que je n'utilise pas ça. Donc voilà. Donc 2 millions plus. Et ensuite, il y a une communauté extraordinaire. Aujourd'hui, donc il y a plus de 9000 personnes sur le Slack des communautés mondiales. Donc si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à y aller. On répond aux questions. Il y a un Slack, il y a un channel France que j'ai créé. On est plus de 150, il me semble. Donc welcome. Qu'est-ce qu'une Abril? Une application hybride. Donc c'est une application web, okay, qui est créée avec les standards du web que vous connaissez tous, HTML5, CSS, JavaScript. Cette application web, elle va runner dans une WebView. Une WebView, on l'a dit tout à l'heure, c'est un navigateur dans votre device. OK. Et ce navigateur, il run dans une application native qui va juste servir de coquille. Et cette coquille, du coup, elle va faire les échanges entre JavaScript et le hardware natif. D'accord? Par exemple, si vous voulez utiliser la caméra de votre device, on va utiliser Cordova, qui est un projet open source aussi, qui est anciennement PhoneGap, pour ceux qui connaissent. Et donc, on va installer un plugin Cordova pour utiliser la caméra, que l'on va utiliser dans notre application en JavaScript. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que ça apporte le développement hybride? Ça apporte que donc vous utilisez les skills que vous avez déjà acquis en tant que web développeur, okay, et via une seule code base, on va pouvoir builder sur n'importe quelle plateforme. Quand je dis n'importe quelle plateforme, c'est vraiment n'importe quelle plateforme. iOS, Android, Windows Phone, le web, le desktop via Electron, si vous connaissez, les voitures, voilà, tout ce qui est raconté, vos habits, etc. Et gros avantage du développement hybride, c'est qu'on développe dans le navigateur. Okay, on n'a pas besoin d'émulateur, c'est dans le navigateur, c'est instantané, il y a du live reload, franchement, c'est très rapide. Au niveau productif, il n'y a pas mieux, quoi. Ionic, pour installer le CLI, on run cette commande. Donc, on installe le CLI de façon globale via NPM. Pour démarrer une application, donc on va faire Ionic Start, le nom de votre application est --v2, ce qui va permettre, voilà, de faire une application V2 au lieu de V1. Ça, je pense que ça va partir dès que la V2 est stable. Voilà, et on a ce petit message qui vous dit que c'est bon, c'est ready. Qu'est-ce que ça fait derrière? Ça a donc récupéré une application standard Ionic qui est très simple, c'est 3 onglets. Okay, ça a installé toutes les dépendances NPM. Ça a installé une plateforme, la plateforme iOS, si vous êtes sur Mac, par défaut. Et ensuite, ça a installé tous les plugins qui sont nécessaires pour runner l'application. Et ensuite, si on veut développer, on va faire Ionic Serve et ça va mettre notre application via Express sur un port de notre localhost, et on va pouvoir comme ça développer via le navigateur. Donc ça, on va le faire. J'ai déjà installé une app pour pas que, voilà, parce que c'est un peu long. Ça dépend aussi du network. Et donc là, je vais faire Ionic Serve. Donc ça transpile, ça build le CSS qui est du Sass, on va le voir après, et ça va lancer l'app sur un port
de notre browser. Voilà. Donc là, on a l'app qui est prête. Alors, vous le voyez en plein écran. Si vous voulez DevTools et que je mets un Nexus 5, par exemple, on a ça. Alors, je vais reload pour être sûr que ce soit Nexus 5. Voilà, on a ça. OK? Donc, on peut changer de tabs. Voilà, on voit qu'il y a le Material Design en bas qui est là, donc on sait qu'on est sous Android. Et on peut, si on veut développer l'app sur iPhone, on va reload. Et voilà, là, vous avez vu la différence. On va la voir plus tard, mais il y a une différence, sur la même codebase, on a une différence sur le rendu. D'accord? Alors ça, c'est cool, et il y a mieux. Il y a iNixel, -- lab. Alors vous allez être stupéfait. Ça build. Hein? J'ai entendu. Ça chambre en fond de salle. Non, ça compile au début. Après, chaque changement, c'est instantané. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc ça, même codebase, même application, 3 différents rendus. OK? Donc on a le rendu iOS, le rendu Android avec le Material Design et le rendu Windows Phone. Voilà. D'accord? Donc ça c'est fun. Si on veut voir son application, comment elle rend sous un device ou sur un autre. Alors reprenons. Est-ce que ça va bien reprendre? Oui. Alors voilà la liste exhaustive de tous les composants accessibles à Unique 2. Okay. Donc on a des modales, des onglets, on a vraiment tout ce que vous avez besoin d'avoir pour créer une application mobile. Une problématique quand vous faites du cross-platform, souvent, moi j'ai vraiment eu le problème sur Ionic V1, c'est le date picker. Le date picker, c'est quand même, il y a le date picker Chrome natif HTML5, il y a celui de Firefox, enfin, tout le monde a son petit date picker qui fonctionne de la même façon, mais voilà. Chaque device aussi a son petit date picker. Alors, ce qu'a fait Ionic, c'est qu'il y a un composant, donc Ion Datetime, qui utilise le ng model pour les inputs, outputs, et ça ressemble à ça. Pour ceux qui ont un iPhone, vous connaissez ça. Sauf que ça, c'est du web. OK? C'est du web. Donc, c'est un composant qui mine le date picker iOS pour le web. Et donc, sur Android, ça donne ça. OK? Et sous Windows, ça donne ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça n'a pas bugué, c'est incroyable. Oh, OK. Next. Action Sheet. Donc, c'est les deux composants que je vais vous montrer parce que ils sont sympas. L'Action Sheet, pour ceux qui ont iOS, vous connaissez tous. C'est pour lister des actions et un bouton cancel. OK? Donc ça, c'est encore une fois, c'est du web. Vous connaissez, c'est sur iOS, mais là, c'est le port en web. Sous Android, ça donne ça. Et sous Windows, ça donne ça. D'accord? Alors, repérez là quand même, étant le même code base, il y a quand même des petites différences sur les icônes. Je ne sais pas si vous voyez. On va y venir. Toutes les applications Ionic sont basées donc sur SAS. Si vous voulez thémer votre application, changer un peu le bleu et le blanc par défaut de Ionic, vous pouvez très facilement le faire via les variables SAS. Et aussi, vous avez accès au mixin. Donc, les mixin, qu'est-ce que c'est? Ce sont les fonctions SAS, voilà, que l'équipe Ionic a créées. Et donc, vous y avez accès pour faire vos propres thèmes. Pour contrôler le hardware, par exemple la caméra, on va utiliser le Ionic CLI, okay, pour ajouter un plugin Cordova, qui s'appelle Cordova Plugin Camera. D'accord. Et donc, une fois qu'on a installé ça,
on peut, dans notre code JavaScript, donc TypeScript, importer le package Ionic Native et importer caméra. Et ensuite, on peut l'utiliser dans notre code en faisant getPicture, tout simplement. Ce qui va nous renvoyer une promesse, et cette promesse sera résolue une fois qu'on aura appuyé sur la photo, d'accord? Et ça va nous renvoyer l'image en base 64. Okay. Une fois qu'on a récupéré l'image dans notre code, on fait ce qu'on veut, on l'upload sur un serveur, on l'affiche, vraiment ce que vous voulez. Les Unicons, on a vu que les icônes étaient différents selon les plateformes. Et donc là, c'est grâce à cette librairie Unicons où il y a plus de 700 icônes, okay, et qui sont cross-plateformes. Donc on va utiliser un icône dans notre code. Par exemple, je ne sais pas si on voit l'horloge, par exemple. On va dire, je veux mon icône horloge. Et selon la plateforme sur laquelle on build, on va avoir 3 horloges différentes. iOS, Android. Donc ça mime, encore une fois, les librairies natives d'icônes de chaque plateforme. Et pour finir, donc, Ionic, ce n'est pas seulement un framework UI, okay, c'est seulement une branche de ce schéma. Il y a aussi des services pour lancer des push notifications. Si vous avez besoin de lancer des push notifications, vous allez sur ce service. Il y a un package JavaScript et on va pouvoir balancer nos notifications. Il y a aussi Ionic Build qui va vous permettre de builder sur toutes les plateformes que vous voulez sans avoir le laptop nécessaire. Par exemple, moi, j'ai un Mac, je peux builder des iOS, mais ceux qui sont sur Windows, ils ne peuvent pas builder iOS. Ils ont besoin de Mac. C'est triste, mais c'est la vérité. Et du coup, grâce à Ionic Build, vous allez pouvoir, sous Windows, builder du iOS. Voilà. Ça, c'est plutôt pratique. Et ensuite, Ionic Updates, pour finir, c'est un service qui va vous permettre d'updater votre application sur tous les stores de façon instantanée. Donc, on skip complètement les temps de vérification des stores, qui sont depuis peu sur iOS 3 jours, au lieu de 6. Moi, j'ai connu 6 toute ma vie. 15 même. Qui dit mieux? Mieux. Et sur Android, 3 heures. Donc, on peut complètement skipper ça et mettre à jour les apps de tous les utilisateurs de façon instantanée. Et c'est là qu'ils s'auto-update. Je ne répondrai pas. On attendra la question. Ils sont méchants ici. Dernier produit que je voulais vous parler avant de finir sur cette introduction de Ionic V2, c'est Ionic View. Ionic View, ça va permettre de skipper aussi tout ce qui est release alpha, release bêta, qui sont hyper compliqués. Je ne sais pas si il y a des gens qui ont déjà fait des releases alpha, bêta sur des plateformes. C'est facile? Sur Android. Sur Android. Ouais. Sur iOS? Voilà, c'est compliqué. C'est chiant, il faut test flight, etc. Là, avec Ionic View, vous allez demander à votre panel d'utilisateurs, que ce soit alpha ou bêta, voilà, votre panel, d'installer Ionic View sur leur device, que ce soit iOS ou Android. Vous allez uploader votre application sur les serveurs Ionic, d'accord? Et à partir de ce moment-là, on va vous renvoyer un ID, qui est l'ID de votre application. Vous allez partager cet ID à votre panel et ils vont pouvoir avoir l'application à jour sur leur device. Donc voilà, ça skip complètement tout ce qui est alpha release des stores c'est un peu painful, quoi. Maintenant, je voulais comparer Ionic V1 et Ionic V2. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien? Beaucoup de choses qui sont mieux quand même. Donc, par défaut, grâce à Angular 2, par rapport à Angular V1, on a la performance qui est là, qui est au rendez-vous. Okay, donc, sur Ionic V1, Angular V1, il fallait connaître beaucoup de choses pour faire une application de qualité. Il fallait savoir, par exemple, ce que c'était un watcher et combien il y en a. Est-ce que quelqu'un sait combien il y a de watchers d'Angular 1? Dollar watcher. Il y en a plusieurs. Quelqu'un sait? Il y en a 4 en fait. Il y en a 4. Alors il y a le watcher normal, celui-là. Il y a le watcher deep qui va checker
son objet, toutes les branches de son objet, donc il est vraiment coûteux, c'est vraiment, faut pas l'utiliser. Il y a le watcher de groupe et il y a le watcher de collection. Alors, si vous avez des questions sur ça, on verra à l'apéro. Peut-être Kevin aura plus de détails sur ça. Ensuite, le one-time binding. Si vous faites des applications Unique V1 et que vous n'utilisez pas le one-time binding, sur ces deux doubles points sur vos variables, bah, vous passez à côté d'upgrade de performance assez faramineuses. Voilà. Donc voilà, il y a toute une liste comme ça de choses à savoir pour faire une application Unique V1 de qualité. Et donc, sur le etc., si vous allez voir les slides, il y a un lien vers un post que j'ai fait qui est une référence sur Unique V1 et qui liste toutes ces choses à savoir pour faire quelque chose de qualité. Sur V2, pour moi, il y a deux choses à savoir. Donc, ce que c'est une zone, donc zone.js, ça, on aura l'occasion peut-être de demander à Kevin, qui a déjà fait une présentation sur ça à Angular Toulouse. Et ensuite, les change detection strategies. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous vos composants que vous créez sur Unique 2, sur Angular 2, il y a une stratégie de détection des changements. Par défaut, tous les composants s'updatent toujours. D'accord? Alors, c'est une bonne extension Chrome, The Great Suspender. C'est dès que vous n'utilisez pas un onglet, il le close. Voilà. C'est bon, on est revenu? I see. Good. Bon, désolé pour ce contretemps. On en était où? Oui, alors, les performances des manipulations de la DOM. Alors, à droite, vous voyez la colonne. Vous voyez tous? Putain, j'ai voulu zoomer. Mauvaise idée. On ne touche plus. Donc, à droite, on a les manipulations de la DOM de JavaScript Vanilla, donc le JavaScript pur, qui est la référence. Donc, tout est vert, tout est nickel, c'est le plus rapide. Ce qu'on a en blanc, c'est les temps en millisecondes, ok, qu'il met pour faire les actions qu'il y a tout à gauche. Donc, la création de 1000 rows dans une table, ça prend 126 millisecondes à JavaScript. Et donc, on voit que Angular, le dernier Angular 1, ça prend 264 millisecondes en haut à gauche. Et puis, on voit que Angular 2.2, ça prend 177 millisecondes. Donc, j'ai mis aussi React pour que vous rendiez compte en fait que c'est très proche, voir qu'il y a même des gains de performance meilleurs sur Angular V2. Voilà. J'ai aussi mis Angular V2, la première version stable, pour vous montrer aussi que ça évolue. Ça évolue et les performances sont de mieux en mieux. Okay. Mais si on regarde quand même Angular, la première colonne, Angular V1, on voit que bon, il n'y a pas photo. Par exemple, la dernière ligne, donc la suppression de 10 000 lignes dans une table, Angular V2 fait ça 2 fois plus vite que Angular V1. Voilà. Donc on gagne, grâce à ça, on gagne de la performance, grâce juste en upgradant sur Angular 2. Angular V1, Ionic V1, utilisez Gulp. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Gulp dans la salle? Ah, beaucoup. Ok, donc je ne vais pas dire du mal. Mais je vais dire ça. Gulp, c'est très bien, mais ce n'est pas adapté, pour moi, en tout cas, c'est mon opinion,
ou en tout cas, il y a mieux pour builder des single page applications. Donc, pour moi, Webpack, forcément, c'est la référence. C'est la référence sur React, c'est la référence sur Angular 2, maintenant qu'il y a le CLI. Et depuis peu, donc ils sont passés à Webpack, à Ionic 2, depuis peut-être un mois. Donc, moi, ça fait quand même 2 ans, ou même un peu plus, que je milite, que je fais du lobbying pour qu'ils passent sur Webpack. J'ai jamais réussi à les faire passer dessus. Et là, ils ont fini par craquer, quoi, parce que toute la communauté en pouvait plus, quoi. Donc, on est passé sur Webpack. Et ça, c'est cool. Le CLI vous permet aussi de générer des pages, des composants, des filtres, enfin, tout ce que vous voulez, ok, de façon, de la meilleure façon possible en suivant les conventions Ionic V2. Ok, donc par exemple, on va, grâce au CLI, générer une page qui s'appelle MyPage et ça va créer les fichiers nécessaires dans le namespace pages, MyPage, et ça va créer donc un HTML, un TypeScript et un Sass. Donc ça, c'est plutôt pratique. Il y a la même chose sur Angular 2 avec le CLI en Angular 2. C'est vraiment super. Ionic V1 était basé sur le routeur UI Router. Ok, ce UI Router, il était très bien. Le problème, c'est qu'il y ait des pages à un URL. Donc ça, c'est le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de flexibilité. Par exemple, on voulait mettre une page dans un onglet et la même page dans un autre onglet, ce qui est stupide, hein, mais des fois, on peut arriver à ce genre de cas. Et bien, il y a un problème parce qu'une page référence un URL. Okay, donc, c'est pour ça qu'ils ont complètement supprimé UI Router. Ils ont utilisé un système de push-pop qui est plus proche du natif. Et donc, on peut mettre une page maintenant dans n'importe quoi. On peut mettre une page dans un onglet, on peut mettre une page dans une modale, etc. Et ça va créer des piles. Donc là, je pousse des pages, ça crée des piles. Okay, on peut les pop. On peut aussi supprimer la stack. On peut avoir plusieurs stacks en parallèle. Sur des onglets, ça marche comme ça. Si on a 3 onglets, on a 3 stacks de pages. Donc, on peut push des pages sur l'onglet 1, push des pages sur l'onglet 2, aller sur l'onglet 3, revenir sur l'onglet 1, on sera tout en haut de la pile de l'onglet 1. Voilà. Vous voyez un peu, ça rend les choses plus flexibles. V1 était basé sur les transitions CSS. Pourquoi pas? En tout cas, V2 est passé sur le standard W3C des web animations. Web animation, donc c'est des animations, des transitions qui sont faites en JavaScript. Et donc, l'intérêt, c'est qu'on peut faire ce genre de choses. On peut complètement contrôler l'animation. Si vous y arrivez en CSS, vous êtes un magicien. Et je vous invite à venir en parler au prochain Virtual. Native Scrolling, on en a parlé. Il est disponible par défaut sur Ionic V1 sur Android seulement, d'accord. Mais sur V2, il est disponible sur toutes les plateformes par défaut depuis Day One. C'est ce que Mike nous dit dans son tweet. La taille des paquets, on est à peu près 2 fois plus gros sur Ionic V2. Okay, et ça, c'est après la compilation AOT. C'est après le tree shaking. Tree shaking, c'est comme on shake un arbre, il y a les fruits morts qui tombent. C'est la même chose. Donc le CLI Ionic et le CLI Angular 2 fait ça, du tree shaking, et va permettre de supprimer toutes les références à des packages qu'on n'utilise pas. Donc on peut avoir dans notre code oublier des packages qu'on n'utilise plus. Ça va le supprimer. Donc 2 fois plus gros. Et ensuite, grâce à AOT que Kevin nous a présenté, il y a un startup time qui est beaucoup plus rapide. Donc on voit en haut à gauche Ionic V1 ou Ionic V2 avant AOT, et à droite avec AOT. Donc on voit qu'on tend vers des applications qui n'auront plus besoin de splash screen. Donc ça, c'est vraiment, moi, mon espérance, c'est un jour arriver à des applications qui loadent instantanément. D'accord? Ce que j'ai oublié de dire aussi, à ce niveau-là, c'est 2 fois plus gros, mais ça n'a vraiment pas trop d'importance à mon sens, parce que les fichiers sont servis localement sur vos devices, donc que ce soit, bon, il n'y a pas vraiment d'importance. Voilà. Et donc, pour résumer, pour moi, Ionic V2 est mieux,
rapide et plus fort. Voilà. C'était ma conclusion sur cette partie. Alors maintenant, et pour finir, on va faire la comparaison avec NativeScript et React Native. Et donc, j'ai fait cette petite comparaison que j'ai partagée sur Twitter ce week-end. Et voilà, j'ai eu droit à beaucoup de gens qui étaient passionnés et qui donnaient leurs avis, ce qui m'a permis aussi de faire des ajustements. Et bon, ça c'est mon avis. C'est mon avis, vous pouvez avoir un autre avis. On peut en discuter. En tout cas, c'est mon avis. Donc, en termes de productivité, pour moi, Ionic 2 NativeScript ayant tout abstrait, en fait. NativeScript, vous connaissez NativeScript c'est un peu comme React Native. Ça va vous permettre de faire des applications natives en JS. OK? Et du coup, donc, NativeScript a pris le parti de tout abstraire. Donc, vous avez un seul code base et vous pouvez builder sur iOS et Android seulement. Pour l'instant, c'est que ça. OK, donc, en termes de productivité, si vous buildez des apps sur iOS et Android, vous êtes le plus productif possible. Pareil sur Ionic 2. Sur React Native, vous êtes productif. Il y a un petit hic. Oui, c'est bien, mais c'est que React Native se définit comme une plateforme horizontale. Donc, ils ont pris le parti de ne pas abstraire tout. Ils ont pris le parti de dire, OK, il y a des spécifications Android, des spécifications iOS. On va donner accès aux deux composants aux développeurs, comme NativeScript le fait. Donc, dans votre code, si vous faites du React Native, vous allez faire beaucoup de conditions. If Android, if iOS, voilà. Vous allez faire des... et donc, en termes de productivité, si vous devez builder iOS, Android en natif, là, vous allez faire 2 apps. Voilà, donc productivité moindre. En termes de la consistance des UI, là, on peut dire que c'est pareil. Hein. Chaque composant est disponible dans sa plateforme de façon idéale. Ensuite, Ionic est complètement cross-platform. D'accord. On va pouvoir faire iOS, Android, Windows Phone, le web, des progressive web apps. Voilà, on va pouvoir faire tout. NativeScript et React Native ne build que sur iOS et Android. Donc oui, c'est bien, mais ça vous force à rester sur ces plateformes. Ensuite, le hot update, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la possibilité pour vos applications d'être updatées de façon instantanée sur tous les devices de vos utilisateurs sans passer par les stores. Okay, sans passer par la revue des stores qui est longue, painful, ce que vous voulez, c'est pas cool. Donc, les trois le font. En langage, TypeScript pour Ionic 2, TypeScript ou JS pour NativeScript, vous choisissez. Donc, il y a une version Angular 2. Si vous voulez faire du NativeScript Angular 2, c'est possible. JavaScript. En termes d'accès au hardware, donc il y a deux. Donc, NativeScript et les plateformes natives ont accès à 100% de leur hardware. D'accord? Donc, NativeScript fait un job fantastique en donnant accès via le JavaScript à n'importe quelle API hardware du device. Donc ça, c'est plutôt incroyable. Donc ça, c'est gros avantage. Et ensuite, Ionic 2 React Native sont OK, c'est cool. Vous avez accès à la majorité du hardware via des plugins, okay, que la communauté fait ou que l'équipe React fait, etc. Mais vous êtes dépendant quand même des plugins. Mais pour la majorité des cas, vous n'aurez aucun souci. Vous êtes dépendant de plugins. Si demain, il y a une nouvelle feature qui sort, il faut attendre que le plugin sorte. Sinon, vous ne pouvez pas... Ou alors, vous faites vous-même le plugin Java, C# ou Swift. Voilà. Et en termes de performance, NativeScript, React Native et les plateformes natives sont forcément idéales. Ionic 2, comme je vous ai parlé du multithread, okay, qui n'est pas possible en JavaScript, sauf via les web workers. Donc, il y a cette problématique de multithread qui, les apps natives ont du multithread par défaut. Okay. Et les apps Ionic 2 sont monothread jusqu'à maintenant. Elles ne le seront plus à partir de la semaine prochaine, j'espère, pour certaines tâches. Donc voilà. Donc on s'améliore, mais en termes de performance,
c'est toujours pas identique à du natif. Pour moi, encore une fois, tout ça, c'est mon opinion. Et voilà, ça arrive à la fin. Je voulais remercier avant qu'on termine donc des gens de chez donc Alex et Mike de chez Ionic qui m'ont aidé à faire cette présentation. Sébastien de Natiscript aussi, qui était là il y a un mois à Angular Toulouse pour présenter Natiscript. Donc merci à eux. Loïc, si vous avez vécu à Paris, il anime beaucoup de meet-up aussi Ionic sur Paris. Donc merci à vous. Et là, c'est